Mais dans l'immédiat, on va parler d'un docteur, Louis-Ferdinand Céline, Monsieur Détouche. Détouche, ouais. Alors vous allez vous partager la parole. Hein. C'est quoi, on prend combien? Non, si j'ouvre le feu, voilà, c'est le souhait depuis des dizaines d'années maintenant, je peux dire que de monter un spectacle à partir de textes de Céline. Ce qui me rend ma présence aujourd'hui particulièrement émouvante, c'est que la dernière fois que j'ai parlé sur cette antenne, Arletty était encore vivante, elle écoutait souvent cette radio. Je suis ravie. Et la dernière fois que je suis intervenu sur un ancien spectacle que j'avais monté il y a plus de 20 ans à la Cité Internationale, j'avais eu le grand bonheur d'avoir à l'antenne par téléphone Arletty. Voilà. Et plus de 20 ans après, je reviens chez vous pour parler de son grand ami Louis Détouche, et je trouve la passerelle symboliquement touchante et émouvante. Alors au-delà de ça, oui, le problème qui s'est posé à moi depuis des dizaines d'années, c'était quoi mettre sur la scène, car je crois que les œuvres de Céline sont autant intransposables et immontables au théâtre qu'elles le sont au cinéma. Beaucoup ont rêvé. Évidemment, tout réalisateur rêve de produire et de tourner et de réaliser Voyage au bout de la nuit ou Guignol's Band ou Mort à crédit. Et tous, au bout d'un moment, c'est comme la recherche du temps perdu, c'est quasiment infaisable. Et donc, je crois que théâtralement, c'est pareil. Il y a eu des tentatives, encore il n'y a pas très longtemps. Franck Castorf a monté Nord. Et on s'aperçoit en allant voir ce type de travail que c'est quasiment impossible, parce que la langue est d'une telle richesse qu'aucune autre forme d'expression artistique ne peut avoir cette force, cette violence et cet impact sur le public. Donc c'est bon pour le théâtre. Mais c'est bon pour la parole théâtrale. La parole théâtrale. Pas tellement, c'est dur à mettre en scène. Mais c'est très dur à mettre en scène. Il parle d'impressionnisme lui-même, donc de mettre en scène de l'impressionnisme, c'est pas facile. Oui, c'est comme la poésie aussi, c'est difficile à mettre en scène. Oui, bien sûr. À mettre en scène, oui. Donc, en définitive, j'ai essayé de prendre le problème par l'autre bout et d'essayer, à travers ce spectacle, de faire découvrir sans aucun jugement, de faire découvrir l'homme qu'était Louis Détouche. Oui. Et pour cela, j'ai eu la chance de collaborer avec quelqu'un qui a écrit deux bouquins formidables sur Céline et qui connaît merveilleusement son œuvre, et en particulier ses entretiens, sa correspondance, qui est Émile Bramy. Oui. Et j'ai donc commandé à Émile Bramy un travail théâtral qui est un montage de sa correspondance sur la thématique de l'écriture. C'est-à-dire que ce spectacle d'1h40 est un tissage d'environ 300 lettres. Ouais, il y en a eu énormément des lettres. Et tout n'est pas publié encore. Il y a beaucoup de choses inédites et même de pas retrouvées qui dorment encore certainement dans des greniers ici ou là. À partir de ce que l'on connaît, Émile Bramy a donc fait un montage d'environ 300 lettres auxquelles viennent s'adjoindre quelques extraits des entretiens avec le professeur Y, quelques extraits de Bagatelle pour un massacre, mais vraiment très peu d'œuvres elles-mêmes, et surtout sa correspondance. Et nous avons pris comme thématique le rapport de Céline à l'écriture, c'est-à-dire de rentrer dans son atelier, de rentrer dans son bureau, d'aller sur son établi et d'avoir le bonheur de voir comment et d'entendre comment intérieurement, nerveusement, avec sa chair et ses muscles, il travaillait la langue comme un artisan qui met tout son corps à travailler une matière. Et donc, quand ce travail-là a été réalisé, il suffisait de trouver l'essentiel, c'est-à-dire de trouver l'interprète qui pouvait être à la hauteur de cette écriture et de cette transmission publique. Et la question ne s'est pas posée plus de quelques secondes. Ah bon? Ah d'accord. Ouais, c'est tombé sur moi. C'est tombé sur vous. Mais vous, est-ce que vous aimez Céline? La langue de... Je suis pas un inconditionnel de Céline. Ce travail, ça m'a permis de le redécouvrir.
Oui. Je connaissais surtout ses premiers romans que j'avais lus il y a longtemps, quand j'étais lycéen, quoi. Le voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, essentiellement. Oui. Après, généralement, je lis pas toute l'œuvre d'un auteur, ça m'ennuie, quoi. J'aime bien, s'il y a un bouquin qui me parle, c'est bon, quoi. Un seul bouquin, comme pour un poète, un seul poème, des fois, ça me suffit. Ça continue, ça me nourrit, quoi. Mais j'ai vraiment, à l'occasion avec la demande de Yvan Morane et Émile Bramy, qui sont venus vers moi avec ce matériau totalement incandescent, quoi, un peu monstrueux, quoi, protéiforme en même temps, et avec, je me suis posé la question d'abord de savoir si ça valait la peine d'endosser les vêtements de ce monstre, hein, dans tous les sens du terme, dans le génie et dans l'abjection en même temps. Et en fait, oui, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Surtout de montrer la trajectoire d'un homme, et à travers une certaine époque. Le contexte n'est pas indifférent, quoi. Toute cette partie du XXe siècle, entre les deux guerres, et puis avec ensuite sous le régime de Vichy, quoi, l'occupation, la libération, c'est une période extrêmement terrible, quoi. Au niveau des idéologies, c'est extrêmement trouble et brouillé, quoi. À travers toutes les lettres qui ont été choisies, on s'aperçoit qu'il y a une évolution dans l'esprit de Céline. Je ne sais pas si on peut parler d'évolution. Pour moi, il y a... Enfin, d'évolution, je veux dire de changement, enfin de mouvement, Je crois que s'il y a une évolution, il y a plutôt une brisure sur la déchirure, ou une déchirure sur la brisure originelle. Ce que l'on sent, je crois, c'est que alors l'effet, c'est quoi ? C'est le fait qu'il ait raté le Goncourt avec Voyage au bout de la nuit, et qu'ensuite Mort à crédit ait été assez mal reçu, et qu'il ait subi tous les pouvoirs et toutes les coteries contre lui, la presse, les autres auteurs, etc. Et que je crois que ces blessures-là, sur un être qui est originellement déjà déchiré et, comme le disait Denis, incandescent dès l'adolescence, et a poussé cet homme comme un coup de punching ball, a poussé cet homme dans des extrêmes, où dont sont ressortis les pamphlets juste avant et au début de la guerre. Et puis évidemment une évolution, pour reprendre votre terme. Oui, on la sent au retour d'exil, en exil et au retour d'exil. Alors c'est pas vraiment une évolution, parce que je crois que son cri, sa violence, son refus de tous les pouvoirs est là. Il est là, même chez le tout jeune soldat de la guerre de 14, alors qu'il a 19 ans. Mais il y a cette accumulation de blessures, et pas seulement sa blessure d'octobre 14, mais cette blessure d'avoir été indépendant dans un milieu où on ne pouvait pas accepter quelqu'un qui n'était pas dans une coterie, qui n'était pas dans un groupe constitué, qui n'était pas dans un réseau. Et il est allé jusqu'au bout de la provocation de « je veux rester indépendant, je ne rentrerai dans aucun de vos systèmes, dans aucun parti, dans aucun lieu de pouvoir, et je vous emmerde au point d'être le plus grand provocateur qui soit avec mon génie. Voilà. Mais une évolution, je sais pas. Mais en même temps, il a alimenté cette rancœur. Enfin, je veux dire, je suppose que c'est un moteur aussi, peut-être, pour écrire, je me demande. Il écrit, et à un moment, il dit clairement, je me mets au travail et j'écris dans la haine et avec la haine. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de chose, de moteur de... je pense que... mais comme, de toute façon, il y a de ça dans tout moteur artistique. C'est rarement dans un état paisible qu'on est, que ce soit un peintre, un cinéaste, un auteur. Il y a une sorte de dépression, il y a quelque chose qui prend, mais de la même manière, il dit, de toute façon, il faut des sujets à vif. Sinon, parce qu'on peut pas raconter des choses banales, surtout dans le style qu'il a choisi, qui est expressionniste, impressionniste. Donc, mais ce qui est assez formidable dans son parcours, c'est c'est ça qui m'a fasciné
qui m'a intéressé dans le fait de jouer ça, d'aborder cette personnalité qui est quand même assez proche dans le temps, quoi. C'est cette constance dans la pensée, dans l'idée de l'écriture, qu'il trouve dès le début. Donc il en parle dès le début et il déroge jamais à cette règle, c'est-à-dire le rythme. C'est un poète, il se considère comme un poète, pas comme un prosateur. Et d'abord, ce qui importe, c'est le rythme et l'émotion. C'est ces deux choses-là qu'il essaie de mener de front, et il est absolument confiant là-dedans, et il le mène jusqu'au bout, inéluctablement. Après, dans sa trajectoire, effectivement, il y a une chose qui est une sorte de rébellion, de révolte contre la déception humaine qu'il a eu par rapport d'être engagé très jeune dans la guerre de 14-18. C'est forcément monstrueux, quoi. C'est un traumatisme pour une vie entière. Et donc il y a ça, il y a une sorte de l'amour de l'humanité qui est absolument déçu. Et puis il s'enferre de plus en plus là-dedans. Avec ses prises de position forcément pendant l'occupation, et puis avec la manière dont il est jeté un peu du monde, il n'est pas accepté dans le monde littéraire. C'est un outsider. Il y a le Voyage au bout de la nuit, c'est un énorme succès. On peut pas l'imaginer aujourd'hui, vraiment, parce que c'était pas le même régime de vente de bouquins à l'époque. Ça durait plus longtemps, un bouquin. Là, il y a un bouquin qui paraît, on en parle, c'est passé, quoi. Et là, quand même, ça a duré. Et puis ça continue à durer. Faut pas oublier ça. Dans les auteurs de cette époque, Céline, il a forgé une langue qui résonne encore aujourd'hui, qui est pas du tout dépassée. Et donc, il va aller de plus en plus dans une misanthropie totale, quoi, de se couper du monde et d'être dans un état de solitude épouvantable, finalement. Il avait une femme, quand même. Oui. Quand même, apparemment. Non, mais de solitude, parce que c'est une solitude, c'est aussi une solitude, une position intenable, dans laquelle il s'est mise. Et une solitude de création. Parce que c'est pas parce qu'on a une femme forcément qui a un soutien au niveau de dire, oh, mon chéri, tu devrais écrire ça comme ça, quoi. C'est pas en communication. Mais je pense qu'il y avait une grande exigence. Il avait une très, très grande exigence. Énorme. C'est-à-dire, il a sué sang et eau sur sa page. Voilà, pour ça, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est moi, ce que je trouve fascinant aussi dans le matériau, dans ses lettres, c'est aussi il y a tout le temps des contradictions qui affleurent. C'est-à-dire, en même temps, il c'est un damné de l'écriture. C'est comme parle Rimbaud des horribles travailleurs. C'est un truc, une mission comme ça qui se donne, une astreinte comme ça. Et en même temps, il relativise tout ça en disant, mais je sais pas écrire du tout, j'ai jamais aimé écrire. Je trouve d'abord la posture grotesque, ce type accroupi comme sur un chiotte en train de se presser le ciboulot afin d'en faire sortir ses chères pensées. Quelle vanité, quelle stupidité. En fait, il dénigre tout le temps ça. Il est aussi mauvais vis-à-vis de lui-même. Mais de toute façon, c'est ça qui te sauve. Il dit, mais je suis lucide, c'est mon rachat, je me vois plus cruellement encore que quiconque. Il se fait pas de cadeaux, quoi. Il est impitoyable vis-à-vis du même. Et donc c'est drôle, quoi. C'est un personnage vraiment fascinant, quoi. Et il a fait en sorte d'être refusé par tout le monde. Ah oui, aussi. Refusé par tout le monde, même quand il était pris dans le piège d'être obligé de s'enfuir en juin 44 parce que sinon il allait être descendu. Il se retrouve dans un premier temps dans un hôtel de luxe à Baden-Baden avec les premiers collaborateurs français qui s'enfuyaient. Il est très vite rejeté par ce groupe-là et il va dans le fameux gouvernement en exil de Pétain et Laval à Sigmaringen et il est rejeté par tout le monde. Il est rejeté par tout le monde, par ceux qui éventuellement auraient pu le considérer comme des leurs. Et il fait en sorte à la fois d'avoir une attitude. C'est un des deux médecins des 1000 personnes qui sont là. 1142. 1142. Voilà. Et il soigne. Il est engagé. Ils sont deux médecins. Il est engagé comme médecin. Il soigne toute la journée. Il pourrait être payé. Il n'est jamais allé chercher ses bulletins de paie. Il paye avec son argent les médicaments qu'on ne trouve plus en Allemagne qu'il va faire chercher en Suisse. Et cette attitude le rend détestable et détesté
par l'autre médecin qui, lui, fait 3 consultations dans la journée et se fait payer. C'est un exemple, tout petit exemple, mais partout où il a été, il s'est fait détester par son humanité. Et c'est ça qui est passionnant. Oui, et c'est on ça découvre qui est passionnant. on découvre des choses sur l'homme Céline aussi. Voilà, il y a le contexte qui fait que il y a des prises de position et des écrits qui sont il n'est pas qu'antisémite, il y a autre chose. Voilà. Parce qu'après, c'est sûr, si on regarde que son point de vue, ses erreurs, parce que c'est vraiment c'est vraiment un piège, de se mêler de ça, de donner son point de vue à cette époque-là, de crier avec les loups un petit peu, et même plus fort que les loups, parce qu'il se fait même mal voir pendant l'occupation, il se fait même mal voir des antisémites convaincus. Parce qu'il dit, il en fait des caisses, donc ça dessert la cause antisémite. C'est énorme, parce qu'il y a des coupures de presse de l'époque où les gars, sur des journaux antisémites, ils sont révoltés par rapport à l'apparition de Céline, parce que ça dessert leur cause imbécile, c'est formidable. Ouais. Mais il y a un truc, moi, qui m'a particulièrement éclairé, quand on a abordé le travail, c'est assez incroyable, parce que c'est comme si ça retraçait presque son itinéraire de maudit, d'être rejeté de tout le monde, de partout. C'est sa thèse de médecine, qui est son premier écrit, qui est une thèse de médecine, mais qui est déjà une œuvre littéraire, qui s'appelle Semmelweis. Et il a fait une œuvre, et c'est édité chez l'Imaginaire Gallimard. C'est passionnant, c'est très très bien écrit. Ça se lit comme un roman. Et il a pris comme thème de sa thèse de médecine un homme, un Hongrois qui a vécu au 19e siècle. Et c'est le premier qui a eu l'idée de la prophylaxie. C'est-à-dire que l'idée de se désinfecter avant d'opérer, pour la chirurgie, pour l'obstétrique, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de notion de microbes, du domaine microbien. Et que se laver les mains, ça paraissait complètement absurde. Il n'y avait pas de raison de se laver les mains après avoir disséqué un cadavre et pour aller accoucher une femme juste après. Voilà, donc, à l'époque, on estimait que les femmes mouraient en couche et c'était normal. Ouais, c'est ça, qu'il y avait un pourcentage de mortalité. Et lui, il a traqué cette notion-là sans aucune preuve palpable, puisque il n'y avait pas de moyen d'observation, c'est Pasteur ensuite qui a fait, mais une intuition scientifique. Mais il a essayé avec des moyens empiriques, il a essayé de traquer cette possibilité d'améliorer le sort, en fait, de rendre service à l'humanité. Et ce gars, il s'est fait jeter de partout, jusqu'à la folie, Il a été complètement incompris, alors qu'il voulait faire du bien. Et c'est génial parce que en amont de son œuvre littéraire, Céline, il décrit ça, et on peut pas s'empêcher de voir un parallèle avec sa trajectoire. Et sa déception par rapport à l'humain, parce que finalement, c'est ça qui retentit le plus. C'est-à-dire, ils sont lourds, Ils sont, Oui, Dieu qui sont lourds. Oui, parce qu'on a reçu aussi le... Ben voilà. C'est pas une citation du spectacle, mais je sais qu'il a dit ça aussi. Mais nous, on finit quand même, mais c'est un sentiment horrible d'avoir perdu tout son temps, et quelle myriatonne d'efforts pour cette hideuse, satanée horde d'alcooleux enfiatés laquais. Ça termine comme ça. Comme épitaphe, mais je me demandais quand même, ce sont des correspondances, et elle s'adresse à qui? Dans le détail, là, formellement, elle s'adresse au public. C'est comme une adresse directe au public, qui est un petit peu, pendant tout le début, comme s'il expliquait comment son travail, où il en est de son travail. Après, il y a un moment donné où il y a une sorte d'isolement pendant l'exil, pendant tout son exil au Danemark, mais a priori c'est l'interlocuteur, c'est le public. Après, dans le détail, les lettres, je sais pas exactement le détail de. Il y en a beaucoup à Gallimard, à Albert Parraz, à Milton Indus, des articles de journaux. Oui, en définitive, c'est pas des lettres intimes, c'est plutôt des lettres de. Certaines sont intimes. Oui, quand c'est intime, oui, elles sont comme toujours quand quelqu'un écrit une lettre en pensant que seul le destinataire la lira, qui ne peut pas se douter que 50 ans après, il y a un type qui mettra ça en scène. Mais je ne sais pas. De toute façon, Céline était toujours dans le personnage. Destouches était toujours dans le personnage Céline, même quand il écrivait. Il était sauf il
y a un recueil qui est absolument passionnant, qui sont ses lettres à Marie Canavaggia, qui a été sa secrétaire à partir de Maurras Crédit jusqu'à Rigaudon, où par exemple, c'est pas dans le spectacle, mais il raconte quand il apprend qu'il est déjà en exil, qu'il apprend la mort de sa mère, de Marguerite de Touches, il écrit à sa secrétaire une lettre absolument bouleversante qu'on n'attend pas d'un type comme Céline, mais vraiment d'un petit enfant qui vient de perdre sa maman. Ouais. Voilà. Donc il écrivait aussi dans cette sincérité, dans cette émotion telle qu'il l'était. Mais ces lettres n'ont en tout cas jamais été écrites pour être publiées. Et elles ne l'ont jamais été de son vivant. Oui. Donc je pense qu'il y a cette intimité et notre envie, enfin mon ambition en menant ce projet au départ, c'était en effet de faire découvrir l'homme et d'essayer de dépasser ces a priori, ces avis tranchés, manichéens dont j'entendais parler depuis mon enfance sur Céline, avec des gens qui refusent de le lire à cause de ses prises de position antisémites, d'autres personnes qui essayent d'excuser ça en disant oui mais il était génial. Non, il y a un moment, il faut faire l'inventaire, et je crois que présenter l'homme qui est autant passionnant en tant qu'être humain qu'en tant que créateur, qu'en tant que génie, avec ses faiblesses, ses côtés insupportables et ses côtés géniaux aussi dans l'intimité, fascinant et bouleversant dans l'intimité. C'est non seulement une matière théâtrale, mais c'était pour moi une envie de transmettre, de faire découvrir Céline à travers cette dimension-là. Donc il y a une intimité, oui. Et c'est pour ça, en effet, comme vient de le dire Denis, que l'adresse est au public. Au départ, Émile Bramy avait écrit une continuité chronologique depuis le moment où il écrivait, commençait à écrire Voyage au bout de la nuit, jusqu'à Rigaudon, qu'il a terminé la veille, mais prend la veille de sa mort, le 30 juin 61, et il est mort le 1er juillet. J'ai proposé que la théâtralisation du cadre de ce spectacle soit un petit peu bouleversée, c'est-à-dire qu'on commence par la fin. On commence par la dernière lettre qu'il écrit à Gaston Gallimard. Oui. Il s'allonge sur son lit. Oui. Et en effet, il est resté allongé quelques heures avant de mourir, presque 24 heures où il n'a pas pu se relever. Où il avait très mal à la tête, où il voulait pas que Lucette, sa femme, aille chercher un médecin, il savait ce qu'il avait, voilà. Et puis il a fini par mourir pendant qu'elle donnait au-dessus un cours de danse. Et moi, en tant que metteur en scène, je me suis dit, ce qui m'intéresserait, c'est que pendant ces quelques heures, Céline refasse son parcours à travers ce qu'il a le plus intéressé dans la vie, qui est le rapport à l'écriture. Donc, on entend l'annonce de sa mort, qui est une annonce radiophonique que j'ai retrouvée à l'INA, et après l'annonce de sa mort, Céline revit et redevient le jeune romancier qui écrivait Voyage au bout de la nuit, plein d'espoir, plein d'enthousiasme, plein de foi en l'avenir, et on le voit refaire ce parcours jusqu'à boucler la boucle, jusqu'à réécrire cette lettre dans son souvenir à Gaston Gallimard, se réallonger, et là on retrouve l'image du début, et il est mort. Mais ce cadre, au-delà d'être un principe théâtral, était pour moi une distance aussi entre nous, entre les spectateurs et la parole. Voilà. Oui. C'est-à-dire que tout ça est évidemment pensé, repensé, revécu par Céline dans les instants qui précèdent sa mort. Et sachant que Céline était un homme solitaire, le monologue, ça va bien avec lui, de toute façon. Bah oui, parce qu'il se retrouve un peu dans une sorte de purgatoire, quoi. Dans son espace de travail, mais seul, désespérément seul. Il n'y a plus sa femme, il n'y a plus personne, il n'y a plus ses animaux, parce qu'il était entouré d'animaux. Il y a des moments fait un peu des allusions au cours des textes où il parle des bêtes, effectivement d'aller chercher. Il est tout seul. Il est tout seul avec ses ruminations sur son art, et puis aussi la présence des autres auteurs contemporains
auquel il taille un costard de façon assez jubilatoire, quoi. Qui sont comme si on lui avait envoyé des livres quand il est en exil au Danemark, et puis que il critique de façon très très acerbe et avec beaucoup de brio, quoi, tous les auteurs de son époque. Y compris Racine, qui est un peu plus ancien. Y compris Racine. Y compris Racine. Il va jusque là. Mais on sait ce qui l'a poussé vers l'écriture après la médecine. Alors, oui, enfin, on sait. Comme l'a rappelé Denis, son premier livre, c'est sa thèse de médecine. Sa thèse de médecine qui est en effet plus un roman qu'une thèse de médecine, même s'il a été reçu docteur et qu'il a eu une mention à sa thèse, qu'il a passé tard, puisqu'il a passé son baccalauréat tardivement après la guerre, enfin bref. Et à partir de ce moment-là, il s'est installé en médecine et il a toujours porté non seulement son enfance, son adolescence, mais ce rapport à la guerre, à son voyage à Londres, son voyage en Afrique, son voyage aux États-Unis. Il a porté ça comme en effet un voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire le début de la découverte de ce qu'est l'être humain. Ça a été en octobre 14 et ça a été une sacrée découverte. Et après, il est rentré à ce moment-là dans un tunnel qui a fait que, de par la position qu'il a prise, de par comment il s'est positionné, y compris dans la société, dans les gens qu'il a fréquentés, il est allé vraiment jusqu'à l'os de la nature humaine. Et je pense que, mu par cette thèse de médecine, où Denis soulignait fort justement que c'est une espèce de prescience de ce qui lui allait lui arriver, ou de façon de décider de comment il allait vivre, il s'est mis petit à petit à écrire une espèce d'autobiographie fictionnelle, et il a été pris comme un drogué dans cette écriture. La femme de sa vie, je crois, le seul vrai grand amour de sa vie, Elizabeth Craig, à qui il a dédié Voyage au bout de la nuit, et qui vivait avec lui quand il écrivait Voyage au bout de la nuit, a été retrouvé dans les années 80, fin des années 80, aux États-Unis, par un journaliste qui l'a interviewé. On a des documents filmés et écrits de ce qu'elle disait, et elle raconte que quand quand Céline sortait de quelques heures d'écriture du Voyage au bout de la nuit, il était amaigri, vidé, halluciné, des yeux comme s'il avait pris des substances absolument incroyables. Il était brûlé de l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé ? Sans doute ce rapport à la vie, ce besoin. Je parlais tout à l'heure de déchirure et de blessure. C'est lié à la notion de son et de cri, ces mots-là. Et lui, son cri, ça a été l'écriture. Et le problème pour aujourd'hui, pour sa mémoire, c'est que quand il a été rejeté par toute une partie de la critique et de ses confrères après Mort à crédit, il a été obligé de continuer à crier, continuer à hurler, sauf que pour se faire entendre, il est parti sur cette thématique de l'antisémitisme qui est devenue une obsession, qui était en terreau là, puisque son père était antisémite, comme l'était toute la France de l'époque de gauche et de droite. Enfin, il y en avait beaucoup à cette époque-là, malheureusement. On peut pas soupçonner Zola d'être un homme de droite, et pourtant, il tient, quand il parle du juif avec un J majuscule, Zola, c'est lié au capitalisme, c'est lié, donc c'était là en terreau, et donc il est parti de ça qui montait avec le Front populaire, avec Blum, avec les transformations de la société à ce moment-là, dont lui, petit bourgeois, considérait qu'il avait aussi subi le Front populaire, et à partir de ce moment-là, sa seule façon de vomir ce rapport déchiré et impossible à la vie, ça a été de crier ça, jusqu'au moment où, en effet, comme l'a dit Denis, avec Les Beaux Draps, son troisième pamphlet antisémite, il a même été
rejeté par les antisémites, par le gouvernement de Vichy. Des bagatelles pour un massacre. Des bagatelles pour un massacre avant la guerre. Mais en 41, à la sortie des Baudrains, ça a été terrible. Et ça a été, du coup, comme s'il s'était vidé de quelque chose. Il s'est mis à écrire Guignol's Band. Pareil, c'est horrible, enfin, ce qu'il a dit contre les Juifs. Ah, c'est... Oui, c'est... Il y a même un des pamphlets qui est carrément illisible, c'est l'école des cadavres. Oui, c'est ça, l'école des cadavres. Antisémite, sans plus aucun style, quoi. C'est une sorte de chose de dégueulis en vrac, oui, quoi. C'est la haine. La haine. Sinon, par contre, dans les autres bouquins, parce que je me suis permis d'y jeter un coup d'œil, quand même. Et c'est pas du tout abscon. C'est-à-dire il fait toute une critique avec une lucidité vraiment très très affûtée de la société de l'époque, de l'éducation, des arts. Seulement, à un moment donné, son travers, c'est qu'il ramène tout ça à la responsabilité des Juifs. Oui. Et c'est là jusque là. Parce que sinon, il y a une forme de dessin de la société qui est hallucinante, quoi. Une vision terrible. C'est quand même dans Bagatelle pour un massacre que pour la première fois, quelqu'un a dit qu'il fallait pas travailler plus de 35 heures. Le premier qui proposait les 35 heures, c'est Céline dans Bagatelle pour un massacre. Et oui. Merci. Voilà. Et quand il a fini de vomir tout ça, il s'est remis à une écriture entre guillemets romanesque normale, qui a été Guignol's Band, qui était tout le séjour en Angleterre qu'il avait occulté un peu dans Voyage au bout de la nuit. Et il est reparti, je dirais, en tant qu'auteur romancier. Mais il y a eu cette parenthèse. Et puis c'est assez curieux parce que finalement c'est une période qui est absolument permissive à cet égard de l'antisémitisme. C'est quelque chose qui est presque banal, hélas. Et il y a beaucoup d'auteurs qui sont même de gens qui sont il y a Dulin qui était directeur de la Comédie Française, par exemple, qui a banni les comédiens juifs. Il y a beaucoup eu de petits actes très mesquins de collaboration comme ça. Mais Jouvet, il était juif, je croyais. Non, Jouvet, il est parti en Amérique du Sud. C'est autre chose. Oui. Et de discrimination comme ça, dont les gens un peu se sont vaguement excusés, dont ils ont été absolument blanchis. Alors que effectivement, Céline, il a tellement été à fond là-dedans qu'il a fait figure de bouc émissaire. On pouvait pas le louper. Mais ce qui est important, c'est que tout le temps, c'est une manière de dénoncer l'hypocrisie humaine, quoi. De traquer comme ça le côté de la lâcheté, la complaisance, la collaboration, justement. Cette attitude-là qui peut être ancrée dans un groupe humain, dans une société, l'instinct moutonnier, quoi. Et ça, c'est assez fascinant. Et puis sinon, ce qui est clair, à bout d'un moment, c'est qu'il sous le terme juif, il stigmatise tout ce qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui est manipulateur. Oui, c'est un bouc émissaire. Oui, le juif, donc, forcément, il n'est pas du tout excusable. Moi, j'excuse en aucun cas. Justement, quand j'ai abordé, c'est la question principale que je me suis posée, en dehors du génie de l'écrivain et de ses propos de haut vol sur la littérature. Je me dis, mais est-ce que c'est prudent ou est-ce que c'est sain pour moi? Soit que pour moi, en tant qu'être humain, que comédien, de me charger de ces propos, de cette parole. Parce que forcément, on est obligé, je partage quand même 5 semaines avec cette personnalité encombrante. Et en même temps, je me suis dit, oui, ça vaut la peine parce que ça témoigne aussi d'un enfermement, d'une attitude très très contradictoire entre quelqu'un qui est vraiment très au fait de l'humanité, qui a une lucidité, qui a même un amour très grand, tellement il observe les défauts des gens, il y a une sorte de grande tendresse pour l'humanité, et en même temps une déception énorme. Et donc il y a toutes ces contradictions. Je dis oui, ça vaut la peine parce qu'aussi effectivement il traverse une époque qui est extrêmement trouble dans les tendances, dans les pulsions, dans la discrimination, dans les lâchetés, dans la bassesse humaine, quoi. Et donc c'est pour ça, quoi. Et ça vaut, je crois que ça vaut vraiment aussi, le coup. Et puis je me dis quelque part, c'est intéressant de savoir jusqu'où, c'est vrai, mène la haine. Enfin, au moins en littérature, on peut se dire c'est de la littérature. Bon, je veux dire, si ça se trouve, en littérature, il crachait toute sa haine. C'est des fantasmes aussi. On peut dire qu'il y a du fantasme. Si on se livrait à tous les fantasmes,
bon, ce serait pas forcément très beau à voir. Hein, tout le monde a des fantasmes. Lui, donc, la littérature, pour lui, c'est quand même un moyen d'exorciser dans la tête. Il n'y a pas que du bon. Bien sûr. Il faut quand même. Donc, c'est un moyen de l'exorciser, et c'est un moyen de le regarder aussi. Ben, ça devient un personnage de pouvoir savoir ce qu'il y a de mauvais et Du coup, ça lui donne la dimension d'un personnage de théâtre aussi. Ouais. Même si c'est un personnage historique qui a vécu, et c'est aussi, il devient une sorte d'une figure théâtrale qui est passionnante, au même titre que des personnages de Shakespeare, qui peuvent être aussi détestables, que ce soit Macbeth, Richard III. Oui, mais en même temps, ces personnages, justement, parce qu'ils sont monstrueux, et parce que nous, on croit qu'on est normands, ils peuvent nous interpeller. Je sais plus qu'est-ce qu'ils croient qu'il est. Enfin, je sais pas, ils peuvent nous interpeller. Moi, je sais que Lady Macbeth, avec le sang qu'elle voyait sur sa main, je me dis, ça m'interpelle. Bien sûr, oui, parce que ça nous renvoie à des choses qu'on a en soi, des pulsions nauséabondes, quoi. Mais tout à fait, il faut pas. C'est ça, c'est ça l'intérêt du théâtre. Donc pour moi, j'ai aussi une question qui est de savoir si vous avez approché entre Destouches et Céline la vision du suicide. Est-ce que parce qu'il a désiré se suicider, il l'aurait presque fait. Je suis pas au courant de ça. Après, il y a une fois où il dit ça dans le texte, mais c'est une manière de s'exprimer, et c'est une sorte d'exagération aussi quand il loupe le prix Goncourt, et que le bouquin se vend très 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 bien, le voyage au bout de la nuit. Il dit vous savez, le livre est un véritable triomphe, hélas. Vous savez combien je redoute les triomphes, jamais je n'ai été aussi misérable, je me suiciderais pour un rien tellement tout cela m'exècre. Mais bon, moi je pense que c'est quelqu'un qui a un ressort justement d'instinct de vie qui est très très fort, et je vois pas du tout chez lui une pulsion suicidaire, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Yvan. Après la guerre. Il a emmené de la rue Girardon, il a emmené du cyanure. Quand il est parti en juin 44 pour Lucette et lui, s'ils étaient pris, voilà. Mais je pense que son rapport à l'écriture était l'antidote du suicide. Je pense que c'est un homme qui était profondément désespéré de lui-même et de l'humanité, que la logique, en effet, quand on est à ce point-là dans une hyper-lucidité et dans un hyper-désespoir qui vont ensemble, c'est évidemment de s'interroger sur cette notion de suicide. Je pense que la haine qu'il mettait même la haine de lui-même qu'il mettait dans l'écriture était le contrepoison du suicide. Mais parce qu'il faut la combattre. Je pense que chez tout un chacun, il y a des moments, la dépression, ça existe, je veux dire, mais pas forcément une dépression qui se manifeste, mais on peut avoir au fond de l'âme quelque chose qui ressemble à une dépression, comme des nuages, comme des gros nuages. Oui. Donc, je pense que lui, c'était en permanence. Voilà, c'est ça. Et pour lutter, c'est vrai qu'il faut lutter aussi contre ces gros nuages. Et en plus, cette espèce d'antidote qu'il prenait lui donnait une vision absolument extraordinaire ce qu'il dit dans ses lettres, l'humour qu'il a pour parler de ses contemporains, la formulation qu'il emploie pour parler du public, des critiques, des auteurs, des éditeurs, c'est d'une lame en permanence, c'est tranchant, mais tout est juste, tout est simplement juste la petite notion d'exagération qui fait qu'on en rit. Mais pour lui, je pense que c'est l'expression d'un contrepoison qui empêche de regarder la mort comme une amie. Parce que je crois que toute son œuvre tourne autour de la mort. Pas du suicide, mais de la mort. Mais la mort, il l'a vu pendant la guerre. Ah, ça oui, il l'a de vu près. de près. Et même pour lui-même. Ouais. Voilà. Même pour lui-même. Donc, il sait de quoi il parle. Oui. Et puis en tant que médecin, médecin aussi. Et pas n'importe quel médecin. Il l'a médecin vécu. Au dispensaire,
à Clichy, à Besançon, à l'époque où Clichy était vraiment une ville de gens extrêmement pauvres. Clichy-la-Garenne ou Clichy-la-Garenne. Clichy-la-Garenne, Voilà. Il n'a pas choisi, il aurait pu. Son deuxième mariage avec la fille d'un professeur de médecine à Rennes, il a commencé pendant quelques mois, pour pas dire quelques années, une vie bourgeoise avec un enfant. Et il aurait pu avoir un cabinet de médecin à Rennes et devenir un bon bourgeois. Hein. Et puis il est parti. Il a tout quitté, femme, enfant, pour voyager. Et quand il s'est réinstallé après avoir divorcé à Paris, c'était pour être médecin dans un dispensaire, médecin des pauvres, où il se faisait même pas payer. Ouais. Donc il avait quand même plusieurs facettes, hein, je veux dire, parce que quand même ne pas se faire payer, ça dénote quand même une générosité que... Ces contradictions font de lui ce personnage tellement théâtral, comme disait Denis, et pour moi que j'ai tellement eu envie d'offrir au public. Dernière anecdote, pendant qu'il écrivait au début de la guerre Les Beaux Draps, qui en remet une sacrée couche contre les Juifs, ses voisins du dessous qui étaient des résistants et qui accueillaient en permanence des parachutistes blessés, des types qui s'étaient fait blesser, des Juifs polonais qui s'étaient enfuis. Céline savait très bien ce qui se passait au 3e étage, savait très bien qui ils étaient, et ce type montait, qui est un ami de Roger Vaillant, montait au 4e et demandait à Céline de soigner ces types, ce que Céline faisait sans rien dire. Et un jour où la femme de ce résistant a montré qu'elle avait peur de ses contacts, Céline l'a regardé et lui a dit « Vous pouvez compter sur moi, je ne dirai jamais rien ». Voilà. Et en même temps, il remontait à son cabinet, il s'enfermait dans son bureau, et c'était un délire antisémite le plus ignoble qui n'ait jamais été écrit. Mais c'est rassurant.
Radio Libertaire 89,4 MHz. En petite parenthèse musicale, un morceau de Georges Brassens. D'ailleurs, Georges Brassens, on pourrait éventuellement en parler avec... Bon, Yvan Moran est parti, je crois qu'il a travaillé avec Tonton Georges à une époque. Il a même fait une adaptation de La Tour des Miracles, qui est un des premiers textes qu'a écrit Georges Brassens en tant que petite pièce, petite comédie à quelques personnages, dont le célèbre Corne d'Auroch. Et puis, toi-même, Denis Lavant, dans la première version du disque des Oiseaux de Passage, au bout, tu lisais des lettres de Georges Brassens écrites depuis le STO. Si oui, exact. C'est un petit disque hommage qui a été fait à Georges Brassens que je n'ai même pas écouté d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'ai. Où il y avait différents chanteurs contemporains qui avaient enregistré chacun une chanson. Il m'avait confié 2 lettres. Vraiment des belles lettres quoi qu'il écrit avant d'être connu comme chanteur, avant qu'il se mette à chanter lui-même ses textes. À un moment donné, il cherchait déjà à être reconnu comme poète, simplement. Et c'est assez pathétique, quoi, assez émouvant, parce que on sent le gars qui est prêt à arrêter, qui est extrêmement déçu par le contexte du star system, de la chanson, d'édition, et qui dit, bon, bah... Et voilà, et c'est 2 belles lettres. Ouais. Oui, sur cet album où c'était même pas indiqué sur la couverture. Je sais, ça arrive. Tu étais dedans. Ah, je croyais qu'il l'avait mis en espèce de plage fantôme. Et d'ailleurs, dans la version qu'ils ont repris après avec des intervenants et intervenantes supplémentaires, notamment une certaine Carla Bruni dans Fernande, ils ont oublié de remettre les lettres à Trousseau. Comme ça, j'ai pas une cohabitation trop désagréable. Alors, Denis, je vous avais demandé, si vous pouviez faire un tout petit extrait du spectacle. Mais avec plaisir. Pour donner, en principe, j'ai tout en magasin. Et puis, quelle partie, autour de quoi ça vous plairait davantage? Oh je sais pas. Alors là, franchement, l'écriture. C'est un roman, la vie de Céline, de toute façon. Bah, c'est ça, mais dans quel chapitre? C'est un roman. N'importe lequel, parce que à n'importe quel endroit, je pense que ça doit être intéressant, à mon avis. D'accord. Je vais vous faire je vais vous parler de Mort à crédit. Pour Mort à crédit, je me suis littéralement crevé. J'ai été bien épuisé après ce terrible livre. Je l'ai fait le mieux que j'ai pu et je vous assure que c'est du pur jus première bourre. Vous serez content. Le voyage n'est qu'un aperçu. C'est énorme cette fois. C'est au terme des choses que l'on reconnaît le véritable ouvrier. Il ne se lasse jamais. Je ne suis pas lassable. Il n'y a pas de petits détails qui peuvent me lasser. Je les veux tous. Je ne connais pas, je hais le caprice et l'accommodement béat. La moindre virgule me passionne. Le bouquin sortira sur le marché le 10 ou 12 mai. Espérons qu'on en vendra grandement. Sans un énorme flouze, je ne recommencerai jamais. J'ai failli cette fois en crever. La partie commerciale, pour moi seule, présente un intérêt actuel. Le reste a été fait aussi bien que possible. Ce que les baveux vont tartiner n'ajoutera rien et ne retranchera rien. Simple publicité gratuite. Ils esquivent l'effort par le cancan et le menu chantage. Mais ce qu'ils écrivent là est encore trop favorable. Je voudrais bien que d'autres se décident à me couvrir de crachats. La foule est sadique et lâche et envieuse et destructrice. Il faut lui donner des sensations de sac et de pillage et d'écrabouillage, autrement elle ne marche pas. C'est tout ce qu'il faut demander aux critiques. Ils ne disent jamais que des sottises. Ils sont bien trop vaniteux pour jamais parler que de leur magnifique soi-même. Ils parlent jamais du sujet. D'abord, ils sont bien trop cons. Ils savent même pas de quoi il s'agit. C'est un spectacle de grande lâcheté que de les voir, ces écœurants, se mettre en branle, s'offrir une poigne bien sournoise à votre bonne santé, profiter de votre pauvre ouvrage pour se faire reluire, paonner pour l'auditoire, camoufler, soi-disant critique. Les torves fumiers, c'est un vice. Ils peuvent jouir qu'en dégueulant, qu'en venant en renard sur vos pages. C'est la consolation de leur vie. Et voilà. Un petit extrait salé, mais bon. Dans un bistrot de Richard Lenoir, il y eut des fiançailles de cœur. Au triangle de ta veste noire, là au bas ton joli petit cœur.
Le bistrotier, pas gris mais noir, me fit mettre de jolies fleurs. De Reine Margot en ostensoir, les fleurs, la femme, sont en odeur. L'odeur, la tienne, est en mémoire. Et puis, de mon chapeau de rôdeur, on fit un joli suspensoir de myosotis pour nos petits cœurs. Et on s'est maté dans le miroir, on a souri devant ces nos sœurs, les yeux en tendresse d'espoir, le pas de nouveau vadrouilleur. C'est dans ce bistrot de Richard Lenoir qu'eurent lieu nos fiançailles de fleurs. C'est dans ce bistrot de Richard Lenoir qu'eurent lieu nos fiançailles de fleurs. C'est dans ce bistrot de Richard Lenoir qu'eurent lieu nos fiançailles de fleurs. C'est dans ce bistrot de Richard Lenoir. Un petit texte de Vincent Jarry dans ce bistrot Richard Lenoir qu'eut lieu nos fiançailles de fleurs, interprété par Éric Laurent. Et je me souviens du nombre de fois où Vincent m'avait promis effectivement en disant oui, je vais essayer de faire venir Denis Lavant pour une émission dans les studios. Moi j'aimerais qu'un jour Denis tu reviennes pour une émission sur Vincent. Mais absolument, je crois que c'est une évidence quoi, qu'il faut en parler, il faut on sera un grand poète, un authentique poète qui est tout sauf dans les cénacles, qui est resté en contact avec la rue, avec les bistrots, poète des rues, un poète vivant par excellence. Oui, et donc c'est ça me fait en même temps je suis vraiment touché de pouvoir reprendre contact avec lui. En même temps je trouve ça c'est un pur gâchis qu'il ait été accidenté, qu'il soit en mauvais état, quoi. Oui, c'est la vie. Oui, et donc, je vais vous lire un petit poème que je connaissais pas, mais qui a l'air de circonstance. Petit pétard. On a un cœur, des mains, des pieds, des cuisses vigoureuses qui ne demandent qu'à frémir, des forces neuves qui craquent sous la tente. On voudrait pouvoir rire des contraintes. Il y a des règles, il y a nos rires. Les règles rongent les rires. Mon rire passera. Il fera éclater la croûte des règles. Je raillerai les vieillards à pilules, les rombières à ravalement, et je m'élancerai gaiement sur les sentiers de la fronde. Je ne veux plus être régi. Je ne suis qu'un petit pétard, une petite grenade, mais j'entends éclater. Le rire sera roi. Il nous faut danser. Le soleil n'a pas de règles, il naît et meurt quand le jour lui chante. Chantons, le soleil est gai, la pluie aussi qui fait ploc, la neige est douce, la grêle violente, mon âme est violente, je vais éclater, mon pétard fera rire, rions. Une petite vertu vaut bien des pilules. Ma vertu est trop petite, elle ne fait pas rire. Mon rire est glouton, il mange les règles. Vous n'en avez plus, vous ne riez plus. Riez! Vos testicules relâchés, pilulés, peu aérés, vous permettent encore de rire. Riez! Vos femmes savent encore faire la soupe. Bassinez vos lits, vous digérez encore, vous n'êtes pas encore mangé au verre. Riez! La mort n'est pas encore là. Vos ventres sont bien pleins. Vous ne sentez que peu. Vous aurez tout le temps d'être sérieux quand vous ferez des vers. Riez! Le sérieux me fait rire. Je ne suis qu'un tout petit garçon, un jeune bouffon, et je m'en vais gaiement sur les sentiers de la fronde. Vous voulez du sérieux? Des airs graves et dignes, un silence respectable. Riez! La mort vous viendra toujours assez tôt.
la mort est ma bonne amie. Elle se moque des grands guerriers. Elle leur prend par derrière tous leurs fidèles, puis elle les viole, troussant sa jupette mitée. Riez! Je me suis fait rire. Riez! Ou bien faites-vous violer. Mon rire vous viole, vous gêne, vous perdez vos assises, votre séant n'est plus si sûr. Messieurs, votre séant, il pue. Comme tous les séants, et moi, de mon rire peu pilulé, de mon petit pétard, je vous viole. Riez! Et donc, c'est un poème de Vincent Jarry, lui-même. Oui, mais chez Poèmes en gros, demi-gros et détail, donc il y a eu un livre de toi. Exactement, ouais. Et alors, il y avait quoi dedans? Des poèmes que j'ai écrits, des plus ou moins poèmes, que j'ai écrits en 96. Je sais pas, ça faisait un moment que je voyais Vincent dans des cafés que nous fréquentions, oui. Notamment le bien nommé Le Coup de Fou, Ouais. dans la rue du Bourg-Tibourg. Les fous d'en face, oui. Et donc, il me voyait écrire. Et moi, c'est vrai, j'ai toujours souvent écrit, soit lu des bouquins, soit écrit comme ça, comme ça, dans une sorte d'avoir en vrac, sur des papiers, oui. Sur des cahiers, sur les comptoirs. Comme vous auriez dessiné, des croquis. Comme j'aurais dessiné, comme ça, avec des choses qui me passaient par la tête, avec ça m'a toujours mais sans en tenir vraiment compte, sans j'ai trouvé de valeur sans chercher à l'éditer. Et c'est Vincent qui le premier m'a dit mais tu devrais me donner des poèmes que je les édite. Je lui ai dit ouais, tu crois? Je trouvais ça un peu très intime déjà, et puis ouais trop personnel, et puis dans un état un peu un peu d'ivrognerie comme ça, d'écrire comme ça ce qui me venait sous la plume, des choses en vrac, et que j'ai gardé d'ailleurs, que j'ai gardé toujours, mais je rechignais un peu à donner ça, à montrer ça. Et donc finalement je lui ai donné deux cahiers que j'avais écrits pendant une période assez intense où j'avais pas mal écrit. Parce qu'en même temps, il y a ma femme qui attendait des jumelles, Annelle et Kira, donc qui ont 16 ans maintenant. Et puis je jouais en même temps Roméo et Juliette, avec Romain de Boringer. Donc il y avait une sorte de chose très passionnelle et de gémellité aussi dans l'air. Et donc il y avait c'est un recueil qui a fini par s'appeler. Je dis qu'il a fini par s'appeler parce que ça a été un peu une erreur presque une coquille d'écriture dans le titre. J'avais nommé ça Guignol, Nani Père, ni mère, il est par oui dire. Et quand Vincent m'a apporté le bouquin, il est marqué, ça s'était transformé en Dieu, Nani Père, ni mère, il est par oui dire. Ça fait un peu prétentieux, mais on l'a laissé comme ça. Et puis à l'époque, moi, j'avais pas envie de relire ce que j'avais écrit. D'ailleurs, je suis toujours un peu susceptible par rapport à mon écriture. Ça me poisse un peu, ça me dégoûte un peu. Je trouve ça toujours un peu raté, quoi. Mais je suis ravi que ça a été la première édition, quoi. C'est Vincent qui vous a édité en premier. Absolument. Après, depuis, j'ai fait un autre bouquin, mais j'ai pas beaucoup. J'ai beaucoup d'écriture, mais peu d'édition. Après, j'ai fait un autre livre. Là, c'est un autre ami qui m'a aidé à le faire, qui s'appelle Michel Archimbault. Un livre qui est plus de la prose, de la prose poétique, tout de même un petit peu, parce que je parle toujours de poésie, qui s'appelle Passant par la Russie, qui est le journal d'un voyage que j'ai fait à travers une partie de la Russie, entre l'Oural et l'Ukraine, en faisant des stations. C'est un voyage qui aurait beaucoup plu à Vincent d'ailleurs. En faisant des stations dans différentes villes et en improvisant un spectacle de poésie avec un comédien russe que je connaissais pas sur place. Donc c'était un voyage un peu sur un fil à travers ce pays. Et donc il en est resté un témoignage, quoi, ce bouquin. Et il existe aux éditions Séguier. Voilà. Passant par la Russie, ça s'appelle. C'est pas un succès de librairie. Et ça donne quoi Il faudra que j'essaye de retrouver Dieu. Et ça donne quoi quand Denis Lavant écrit? Tu peux nous en dire? Je sais pas si vous avez envie de le dire. Bon, allez, je vais le lire comme ça. Parce que ça fait longtemps. Voilà. Après, faut que j'aille. Excusez-moi, après, faut que j'aille jouer, puis j'ai rendez-vous. Et je suis très peu doué pour me mettre au service de mon écriture. Ma déformation, c'est plutôt de me mettre au service des écritures des autres poètes, quoi. Oui, bien c'est sûr. C'est pour ça qu'on le demande. Mais ça, c'est de la soi-disant poésie des années 96.
Oh, réveille-la donc, ta jambe de danse, et ton geste, oui, ton geste indigérable, celui qui frappe de sa cadence, la maldanse, la façon qu'on fait de ne pas s'en apercevoir. Réveille, oh oui, réveille toute la sagesse de ta composition première. Le pied devant le cœur, meurtri mais battant encore. Réveille de ta vie la plus haute substance. Réveille-les, ces notions à jamais enfouies, disparues, sauf dans les yeux d'aucuns, mais qui se peuvent troubler déjà de ton souffle mal offert. Merci. C'est pas mal, hein, quand même. Écoutez, si ça vous plaît, tant mieux. Hein. Ah oui, tout à fait. Denis Lavant, merci. Peut-être faire un récital. Non, ce qu'on va faire. Un hémione, c'est un cheval. Des hémiones, ce sont des chevaux. L'hémione est un bel animal. Les hémiones, de fiers animaux. Il trotte comme un vrai cheval. Il galope comme de vrais chevaux. Il tombe sans se faire de mal. Se relève sans dire de gros mots. Et si l'hémione est un cheval, si les hémiones sont des chevaux, il a, comme tout animal, ils ont, comme tous les animaux, leur place dans notre carnaval, comme dans tous les carnavaux. Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine du spectacle vivant. Moi, je suis favorable à ce que tout le monde gagne 43 200 par mois. 43 200 euros? Non. 43 200 francs? Non. 43 200 minutes? Oui. Ça, au moins, c'est égalitaire. Tout le monde gagne 43 200 minutes par mois. Enfin, non. Il y en a qui, parfois, les perdent. Nous, on essaye de les gagner. C'est du plaisir. Allez, on n'a plus que 10 minutes d'émission. À mon avis, on va devoir, je sais pas, soit les faire en même temps, les différents textes, On va faire soit dans la foulée. Marathon. Ok. Bon. Apollinaire, les cloches. Mon beau tzigane, mon amant, écoute les cloches qui sonnent. Nous nous aimions éperdument, croyant n'être vus de personne. Mais nous étions bien mal cachés. Toutes les cloches à la ronde nous ont vus du haut des clochers et le disent à tout le monde. Demain, Cyprien et Henri, Marie-Ursule et Catherine, la boulangère et son mari, et puis Gertrude, ma cousine, souriront quand je passerai. Je ne saurais plus où me mettre, tu seras loin, je pleurerai, j'en mourrai peut-être. Merci. Alors, nous n'aurions que le temps d'écrire. Je ne me suis pas habillée de mots. Je ne suis pas sortie avec un imperméable de mots. Parce que j'aime la pluie. De toute façon, je ne sais pas comment les attraper, les mots. Et c'est cela qui me plaît. Je les voudrais en bouche. Je voudrais pouvoir les envoyer. C'est un peu la même chose que de jongler avec des balles contre un mur. Il n'y a rien de plus enchanteur qu'un mur qui parle.
qui fronce les sourcils. Il n'y a rien de plus impressionnant qu'un mur qui te regarde. J'ai commencé à écrire sur un mur. J'ai osé. Il y avait une petite voix intérieure qui disait « C'est formidable, écris-moi ». Le mur était content. Il avait l'impression que je l'habillais. Mais je ne sais pas ce que j'ai écrit. J'ai écrit pour le mur, et le mur m'a entendu de toute façon parce qu'il m'a regardé. C'était un mur tempéré avec plusieurs yeux. Il remuait la bouche de façon très lente. Il m'a dit qu'il avait un esprit. Il n'avait besoin de prononcer aucune phrase, et pourtant il chantait au soleil, et il m'embrassait sous la pluie. Il était humain, tout simplement. Nous nous sommes salués plusieurs fois, pour toujours, parce que c'est à grand-peine que je lui ai parlé, parce que c'est comme ça, au soleil et sous la pluie. Vous pouvez écrire sur un mur, il entend. Bravo. Oh, moi je veux bien alors. Il y en a un court et un plus long. Comme ils sont de toute façon très courts, il y aura les deux. Un court long, un long court. Voilà. Un court au long court. Un court au long court. La main d'un enfant dans ma main, j'ai 1000 ans. Et mon cœur inonde mon corps. Mon sang n'a plus peur de couler. Ça, c'était le court. Voilà le court long. Métro. Historiette du métro. J'étais assise. Vous étiez debout. Je me suis levée pour vous asseoir. Vous êtes une dame, d'un âge certain. Et j'avais, à ce moment-là, de la force dans le cœur. J'étais debout. En plus, vous avez un visage si doux, si serein. Vous êtes africaine, et vous me rappelez les beaux visages qui m'ont accueilli en Afrique. Je n'ai pas envie d'écrire Afrique avec majuscule, parce qu'évidemment elle est majuscule. Majeure, major, grande. Pas besoin de marquer le pli. Léger, ça suffit. L'amour, le respect, ne pas trop le montrer, ne pas trop en faire. À quoi ça sert d'appuyer ce trait ? Je peux dire, je peux vivre mon respect, mais l'afficher comme l'amour. Le montrer trop risque de l'affaiblir, il devient cible. Il est à nu, et l'amour met à nu, tout devient fragile, objet d'envie, convoité, haï, jalousie, fragile, cible. De même, vous m'avez dit merci, et j'ai dit je vous en prie. D'abord debout, la chance m'a donné le siège à côté de vous. Je m'assois, vous m'attrapez du regard. Vraiment, c'est gentil ? Très gentil. Je lui souris. J'ai mon cœur qui flambe. Tout est bon, parfait, parfaitement disposé. Le bien que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. L'ordre des choses respectées, j'ai accompli quelques volontés mystérieuses. Elle m'a remercié. Je suis en or. Je voudrais crier la joie, embrasser ce beau visage de femme, lui demander pourquoi ce n'est pas toujours comme ça. Mais ça ne se fait pas. Ça alourdirait le trait. L'amour me danse, et pourtant je retiens tout. Elle se lève. Je voudrais la regarder et noyer mes yeux un peu dans les siens. Aimer la vie ensemble. Mais je retiens. À cause ? Comme si je tirais victoire d'un geste gentil, comme si je m'en vantais, surfant dessus. Je peux pas lui alourdir. C'est comme une dette, je ne peux pas me glorifier de cette grande gentillesse. Lui sourire, serait-ce lui rappeler alors ? Ça pourrait aussi être autre chose. Dire qu'on partage un moment de grâce, où tout s'agence dans le bon ordre. Enfin, pourquoi pas une étincelle un peu heureuse. Mais j'ai peur. J'ai forcé mon regard à rester droit devant. Position hiératique, prétentieuse. J'ai fait une connerie. Merci. Ça s'arrête pas de sonner. Ah, une petite. Ah, ça s'est arrêté, Ah bah alors, une petite. Toute petite que j'ai écrite ce matin. En écoutant la radio, parce qu'on n'a plus la télé. J'ai plus la télé, alors j'écoute la radio. Oui, on est... Et c'est très fort. C'est très fort, vous allez voir ce que ça donne. Sa télé est morte. Dans les dessous de votre poésie, parlez-nous dessous, parlez-nous d'économie.
Et le magnat de l'entreprise ou de la banque soutiendra de milliards d'euros la reprise qui vous manque. Ah, il y aura des fuites. Non, pas celles du pétrole ou du gaz, mais des mots de